Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 28 janvier. Jeudi, c'est journée dédiée aux élections communales. Place au petit journal des élections qui s'intéresse cette semaine à Terre Sainte. En sport, toujours sur les traces d'Alan Roura, Audrey Henné vous propose de suivre l'aventure Vendée Globe. Enfin, en culture, direction le Casino Théâtre de Rolle. C'est une première. Le spectacle Les Absolus sera retransmis dimanche à 18h31 janvier. Venez, on monte sur scène. Place au petit journal des élections. C'est d'ailleurs dans cette configuration que l'on vous propose de suivre le premier débat ce soir avec Prangin sur le plateau de NRTV. On donnera la parole à tous les candidats et à la maison, on vous donne rendez-vous dès ce vendredi 18h. D'ici là, et pour l'instant, on s'intéresse aux petites communes et notamment à celle de Terre Sainte avec Rodolphe Henner. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Grégory Balma, journaliste au quotidien La Côte. Bonjour Grégory. Bonjour. Dans le métier, on vous appelle le spécialiste de Terre Sainte, donc ça tombe bien. Si on dit ça. Rodolphe, pour le coup, dans le district de Nyon, c'est une véritable surprise. Plusieurs combats auront lieu. Ouais, alors bon, on l'a déjà dit la semaine dernière, un petit peu la semaine d'avant. Non, mais les chiffres sont quand même incroyables. On compte aujourd'hui, si on fait quelques comptes, on est à pas loin de 20 villages dans lesquels plusieurs listes vont s'affronter. Et je ne parle même pas des grandes villes, ça fait à peu près la moitié des communes du district qui sont concernées par des batailles politiques, là où il y a 5 ans, ça n'existait pas. Il y avait une liste d'entente communale. S'il y avait 5 sièges, on avait 5 candidats. Et s'il y avait des gens qui voulaient se porter candidats, eh ben, ils allaient sur cette même liste d'entente. Pour 5 sièges, on avait donc 7 ou 8 candidats. Mais enfin, il n'y avait qu'une liste. Et ça, c'est absolument inédit. On l'a déjà dit aussi. On a un peu de la peine à comprendre les raisons. On ne sait pas si c'est les listes des municipalités sortantes qui bloquent l'accès à ces listes ou si c'est ces citoyens qui veulent s'embarquer dans une aventure politique, qui ne veulent absolument pas collaborer avec les autorités en place ou peut-être tout simplement qui ne savent même pas comment faire. On voit qu'il y a dans plusieurs villages des loups solitaires qui s'inscrivent, qui créent une liste en leur nom unique, comme s'ils ne connaissaient pas les mécanismes politiques locaux. Grégory, qu'en pensez-vous ? Alors je pense que tout ce que dit Rodolphe est juste. C'est de toute façon multifactoriel pour expliquer, je pense, ce genre de situation. Il y a peut-être aussi le contexte qu'on traverse là, le contexte pandémique. On sait que, voilà, notamment Terre Sainte, c'est une région qui est habitée par beaucoup de pendulaires qui se sont retrouvés des fois en RHT, des fois en télétravail, et qui du coup, expérimentent peut-être avec plus de proximité leur lieu de vie, leur cadre de vie. Et du coup, ils constatent aussi peut-être des choses à changer, ils ont peut-être des envies politiques qui naissent, et puis aussi du temps, la sensation d'avoir plus de temps à consacrer à ça. Oui, parce que la Terre Sainte est un peu considérée comme une cité résidentielle. Sans aller dans la cité dortoir. Sans aller dans la cité dortoir. Mais effectivement, ce que vous dites, c'est qu'ils découvrent tout d'un coup qu'ils habitent dans un village et qu'il y a des affaires communales, ils ont un peu plus de temps. Découvrons-les justement, ces affaires. Je propose qu'on fasse le survol de ces communes. Grégory Balma, si on prend le cas de Coppet, qu'est-ce qui est intéressant à soulever ? Alors Coppet était très attendu parce que c'est déjà une commune très importante au niveau de la Terre Sainte. Il y a la gare, elle cristallise beaucoup d'enjeux pour cette région. Et puis surtout, elle basculait en système proportionnel cette fois, donc avec potentiellement l'arrivée des partis politiques dans le jeu politique justement de la politique communale. Eh bien, il semblerait qu'en fait, c'est entre guillemets un peu décevant parce que, en tout cas, pour ce qui est de la municipalité, on se retrouve avec une seule liste. Peu ou prou, les candidats sont... 4 sur 5 sont des sortants, bien sûr. Absolument, dont le syndic Gérard Produit. Et puis, il y a bien 3 listes, mais pour le Conseil, avec 2 listes qui incarnent, d'une certaine manière, les partis UDC et PLR, mais c'est timide, les noms n'apparaissent pas d'ailleurs. Et puis, c'est 4 et 5 candidats, donc ça reste peu par rapport au reste. Ce qui est étonnant, c'est que c'est vraiment très peu. Ces listes ne sont pas très impressionnantes, entre guillemets. Oui, eh bien, disons qu'on peut dire que les sortants ont d'une certaine manière un peu verrouillé le cadre, parce qu'ils sont passés à un conseil à 65 sièges, et il y a 65 candidats de l'entente, donc ça veut dire qu'en gros les places sont prises, quoi. Et ça, c'était pas anodin. Passer de 60 à 65 candidats, c'était augmenter le nombre de conseillers, c'était aussi pour fédérer sur la liste d'entente. Oui, absolument, et apparemment la mission est réussie. Founet, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors Founet, on prend un peu les mêmes qu'en 2016 et on recommence. C'est-à-dire qu'on a les 2 groupes, donc l'entente centre-droite et l'alliance de Founet, qui vont de nouveau jouer des coudes pour s'accaparer la municipalité et le conseil. Il faut savoir que la municipalité donc, appartenait entièrement à l'entente centre-droit, donc pour la législature précédente.
On va voir, là peut-être que l'Alliance va réussir à prendre quelques sièges. Elle a bien joué son rôle d'opposition pendant ces quelques années. Et puis surtout, en fait, il y a des gros poids lourds de la politique Founachu qui ont donné leur démission. Je pense notamment au syndic François Deblu, aussi ancien député, qui laisse sa place. Et donc, il y a des places à prendre, des candidats assez solides de part et d'autre. Ça va être assez intéressant, je pense, à Founachu. Ouais, notons qu'on accueillera un candidat de chacune de ces deux listes de la commune de Founet pour un débat le 11 février. Pour Chavannes-des-Bois, celle que l'on surnomme la plus petite commune de Terre-Sainte, qui a réservé une grosse surprise. Oui, on s'attendait, pour des communes comme Chavannes-des-Bois, on s'attendait à une liste, 5 candidats, souvent une grande majorité de sortants, et puis on prend les mêmes et on recommence. En fait, pas vraiment. En tout cas, c'est pas ce qui se passe cette année à Chavannes-des-Bois, avec 2 listes, mais surtout une liste qui est portée par le syndic sortant Roberto Dotta et qui va affronter 3 de ses anciens collègues de la municipalité, dont un ancien syndic redevenu municipal, Stéphane Comino. Incroyable. Alors c'est vraiment une rareté dans la politique villageoise. Il y avait donc un syndic qui a décidé de ne plus devenir syndic pour des questions de votation fiscale. Il est devenu municipal et aujourd'hui il se présente contre le syndic. C'est quand même assez incroyable. Oui, on peut penser... C'est un peu un secret de polichinelle. On sait que l'entente n'a pas toujours été évidente au sein de la municipalité, sinon il n'y aurait pas de liste à la sortie, ça c'est clair. Maintenant, voilà, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas volonté vraiment d'aller au combat, mais voilà, les 2 listes veulent faire valoir leurs idées, chacune indépendamment les unes des autres. On verra ce que ça va donner. Ouais, une situation qui peut faire d'ailleurs penser à celle de Communy. Un peu. C'est vrai qu'à Communy, là aussi, on a la municipalité sortante avec la syndic Odile Decré qui se représente quasiment l'intégralité, à l'exception de Pierre Malbiot qui arrête. Et en face, vous avez une liste quasiment issue à 100% du Conseil, portée d'ailleurs par le président du Conseil. Voilà, absolument. Et du coup, effectivement, on a un peu la sensation que le Conseil va à l'assaut, entre guillemets, de la municipalité. Ce qui est mis en avant par la liste candidate, c'est notamment un problème de communication entre le Conseil et son exécutif. Et c'est vrai que l'entente n'est pas toujours très bonne. Bon, quand il y a des problèmes de communication, a priori, on est 2 responsables. C'est vrai, mais là, effectivement... Est-ce qu'on en parle justement de ces problèmes de communication aujourd'hui en politique, en Suisse? Est-ce qu'on a l'habitude de dire que les choses vont mal, Rodolphe Henner? Non, mais c'est sûr qu'il y a une espèce d'harmonie sacro-sainte dans tous les conseils communaux villageois où on dit que le syndic mène bien ses troupes et puis que le collège municipal est en bonne entente avec le législatif et tout ça. Ça, c'est le discours de façade. On sait bien que dans la réalité, il y a beaucoup plus de problèmes. Il y a des querelles personnelles qui existent, qu'on ne peut pas toujours révéler. Non, c'est la politique, même villageoise, même aux plus petits échelons, de la politique suisse, est beaucoup plus compliquée qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. On termine avec Cran. Cran fait montre d'une belle vitalité politique. Alors, Cran est assez coutumier, il y a souvent beaucoup de candidats. Mais là, cette fois, c'est quand même assez exceptionnel. Vous avez une liste ouverte, c'était la volonté de la municipalité sortante, une liste ouverte pour la municipalité, avec quand même 11 candidats, dont 4 de la municipalité passée. Donc ça fait beaucoup. Donc on va dire qu'il y a quand même une prise de risque de la part des autorités de Cran peut-être de mettre en jeu leur place au sein de la municipalité. Et puis, Cran, c'est le très bon exemple. Je vous disais au début qu'on se demandait pourquoi il y avait tant de listes dans les villages. Est-ce que c'était parce que la municipalité sortante verrouillait l'accès? Cran, c'est exactement l'exemple inverse. Il y a des sièges à repourvoir. Ils sont 11 candidats sur une liste et non 2. En bref, ce qu'on peut en dire, c'est que le projet de fusion de toutes ces communes est enterré. Si on refait l'historique de la fusion, il y avait une grande date qui était prévue, c'était 2010-2011. Ça a capoté plutôt du côté de Founet pour commencer. Aujourd'hui, je pense que Grégory, vous êtes d'accord, on sait que personne ne va relancer une fusion à 9. Fusion à 9, ça semble peu probable. Des fusions peut-être. La matrice originale du projet de fusion de l'époque, c'était donc Chavannes-des-Bois, Mi-Tannay. C'est possible que des fusions de cette ampleur-là reprennent. Intéressé par cette entité-là. Pour être intéressé. Il y a des enjeux politiques. Le syndic de Mi en a souvent parlé, de peser plus lourd dans les bras de fer qui opposent les communes au canton. Il y a pas mal d'enjeux différents. Mais en tout cas, les vocations politiques n'en seront pas de cela, vu la vitalité politique de Terre-Sainte. Grégory Balma, merci beaucoup pour ces précisions. Rodolphe Henner, la semaine prochaine, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Justement, on sera du côté de Communy. Enfin, ce sera plutôt les habitants, en tout cas deux d'entre eux, qui seront sur notre plateau pour évoquer cette situation, ce problème de communication à Communy. Merci, messieurs. Le premier bateau du Vendée Globe est arrivé hier et j'ai le plaisir de recevoir Cyril Cornu en plateau, le directeur de la fabrique.
Hello Cyril. Bonjour. Cyril, est-ce que tu as regardé cette arrivée hier? Bien sûr, ouais, j'ai regardé l'arrivée. Comment ne pas regarder cette arrivée, d'autant plus qu'avec le système de bonification, on avait un suspense un peu supplémentaire sur cette arrivée. Donc oui, bien sûr que j'y ai assisté. Donc c'est non pas le premier, mais le troisième bateau qui finalement remporte le Vendée Globe cette année, donc qui suit ce système de bonification. Donc 10 heures et 15 minutes de bonification pour ce troisième bateau qui remporte ce Vendée Globe cette année. Comment on explique qu'un tel système de bonification est propre à la voile ? Alors comment on explique qu'il soit propre à la voile? Ça, j'en sais rien. C'est pas moi qui fais les règles. Mais je pense que c'est un système qui est très juste. C'est évident que c'est une grosse frustration pour Charlie Dalin de passer le premier la ligne d'arrivée, mais de ne pas gagner. Je pense que c'est une grosse frustration. Mais si on se projette ou on retourne 2 mois en arrière, il faut oublier que ces bateaux-là se sont détournés, ont perdu énormément de temps, d'énergie pour aller sauver un marin. Donc il n'était pas question de ne pas le faire. Quoi qu'il en soit, ils ont quand même été pénalisés à ce moment-là dans la course. Donc c'est un juste retour des choses. Donc pour moi, c'est tout à fait logique. Bien, on va faire le point sur la situation d'Alan qui, lui, a passé l'équateur donc hier à 15h38 au niveau de la zone du Poteau Noir, une zone très redoutée par les navigateurs. Ce matin, il naviguait encore à 7 nœuds. Je vous propose de regarder un extrait d'Alan. Non, mais il n'y a pas de Poteau Noir, ça passe direct. Tu parles? Il y a entre 6 et 36 nœuds, voilà. On a réduit pile à temps. Ça c'est cool. Vu le nuage, j'ai fait hop. Toi t'es un peu trop blanc pour un grain, j'aime pas ça. Et temps de rouler J2, de prendre un riz. Ça va faire hop là, coucher, fini. Allez, ciao bonne. Alors en duplex, on a la chance d'être avec Gilles Avril, le directeur technique d'Alan Roura. Bonjour Gilles, tu nous entends? Très bien, avec un léger décalage, mais très bien. Très bien. Donc Alan, est-ce qu'il est toujours dans ce poteau noir? Alors oui, il y est toujours. Il est maintenant en train d'en sortir. On pourra considérer qu'à la fin de la journée, globalement, il sera sorti du poteau noir. Et il va commencer à faire une route plus ou moins au 330-340 vers une direction qui est un peu opposée par rapport à son objectif, qui va l'amener sur plusieurs jours vers une route vers Saint-Pierre et Miquelon. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, il ne va pas vraiment vers le bon endroit, mais il n'a pas le choix de par l'orientation des vents et de par la météo qui arrive dans les prochains jours. Alors, est-ce que sa 16e place est actuellement menacée? Menacée, oui. Enfin, même si maintenant, ça fait un long moment que la course est non pas entre parenthèses, mais du fait de son avarie hydraulique de quille, le bateau a entre 15 et 20% de perte de puissance. Et donc, à un moment, il est difficile de résister aux bateaux qui ont un potentiel plus élevé et avec des avaries moindres. Notamment, on a Arnaud Boissière qui est devant. Derrière, il y a Stéphane Le Guiraison, il y a Kojiro. Voilà, tous ces bateaux, forcément, vont grappiller des milles au fur et à mesure sur Alan. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ça fait quand même maintenant de très longues semaines où le bateau d'Alan a cette avarie et qui se démène vraiment comme un lion pour faire marcher son bateau. Et c'est vraiment un jeu d'équilibriste. Je reprends les mots de Jérémy Bayou, que de naviguer dans une telle posture. Voilà, donc ça, c'est vraiment à saluer. C'est top, c'est top. Alors, on le rappelle quand même, Alan a un problème de quille sur son bateau. Du coup, est-ce qu'il a la possibilité d'utiliser ses foils ou est-ce qu'il doit naviguer comme un bateau traditionnel? Alors oui, il peut toujours utiliser ses foils. Après, ils utilisent d'une manière différente, qui fait qu'effectivement, le potentiel de son bateau en est affecté. Le fait d'avoir une quille dans l'axe, comme on dit, est une manière de naviguer effectivement plus traditionnelle et dont les performances sont forcément un peu amputées.
Et donc c'est systématiquement un jeu entre les voiles, les foils et la manière de naviguer sur le bateau. Il est en train de réapprendre à naviguer depuis plusieurs semaines en fait, très concrètement. Et donc si on compare sa performance à celle du Vendée Globe, au premier Vendée Globe auquel il a participé, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors c'est deux projets diamétralement opposés quand même, dans le sens où en 2016 on avait récupéré le bateau, on avait 13-14 mois pour le préparer. Là on a eu 4 ans de préparation où on a fait beaucoup de courses, on avait une équipe plus étoffée, on a eu le temps de fiabiliser, de perfectionner, on a ajouté des foils. Donc là, les deux projets sont radicalement différents. Et si on devait comparer les performances, à titre d'exemple, il y a 4 ans, quand Armel Lecléache passait la ligne, Alan passait tout juste le Cap Horn. Là, cette année, Charlie Dalin a passé la ligne, Alan avait dépassé l'équateur. Donc il y a une hémisphère de différence quand même, ce qui n'est pas rien. Très bien, on va revenir sur ton job. Est-ce que tu peux partager avec nous les outils que tu utilises à distance pour surveiller Alan ? Donc, il y a cette cartographie qui existe sur le site d'Alan. Mais toi, j'imagine que tu utilises, donc tu as des outils au-delà de cette carte pour surveiller sa route au final et surveiller la météo. Alors, est-ce que ça apparaît à votre écran ? Absolument. Donc là, l'outil que je vous montre, c'est exactement le même outil qu'il a à bord. Un outil qui s'appelle Adrena, qui est un outil de prédiction de route en fonction des performances du bateau, qui ont déjà été enregistrées pendant tous les entraînements, et en fonction de la météo qu'il va avoir sur les 16 prochains jours. Donc là, vous pouvez constater, vous avez la carte de l'Atlantique Nord. Là, c'est sa position très exacte qui était à 11h TU, heure de Greenwich. Et vous avez les prédictions de vent, du coup, qui sont affichées sur la carte, et sa route prédictive, du coup, jusqu'à sa possible arrivée. Alors, il faut prendre tout ce schéma avec quelques pincettes, parce que les prévisions météo sur 16 jours, c'est quand même un petit peu difficile. Par contre, sur la prochaine semaine, on a une assez bonne lecture des choses. Donc, quand je vous disais que sa route l'amène vers le Canada et vers la route de Saint-Pierre-et-Miquelon, bah voilà, c'est pas la route directe pour aller vers les Sables d'Olonne, mais c'est plutôt une route qui part vers le nord-ouest. Et seulement quand il aura contourné un l'anticyclone des Açores qui est positionné ici, seulement quand il aura contourné cet anticyclone, il pourra tranquillement mettre le clignotant à droite et commencer à faire une route qui l'amène plus directement vers la France. Et ça, ce sera seulement à partir de mercredi prochain, pas avant. Donc ça, cet outil-là, moi, je l'utilise tous les jours, parce que ça me permet d'avoir des prévisions sur la météo qu'il va avoir, la route qu'il est susceptible de suivre. En revanche, j'ai aucunement le droit, puisque le routage est interdit sur la course, j'ai aucunement le droit de partager cet outil avec lui. De toute manière, il l'a lui à bord, donc j'ai pas besoin de le faire. Moi, c'est vraiment une précaution, puis moi, ça me permet de voir, là, notamment sur la fin, d'avoir une petite idée de quand est-ce qu'il va arriver sur la zone, en tout cas, du golfe de Gascogne et des Sables d'Olonne, grosso modo. Voilà. Très bien. Donc, tu nous as montré un scénario possible. Est-ce qu'il y en a d'autres donc, c'est des scénarios que tu établis en fonction des conditions météo? Exactement, ouais. Donc là, j'ai téléchargé en amont de ce que je vous montre là, ce qu'on appelle un fichier météo, donc. Des fichiers météo, il en existe des dizaines et des dizaines. Le but ensuite pour Alan, avec ce même outil, c'est d'utiliser plusieurs sources météo. Il y a des sources américaines, des sources anglaises, des sources européennes, et de voir comment convergent ou au contraire divergent les routes par la suite. Et ce sera à Alan ensuite de se faire sa propre route en fonction de tous les modèles météo. Quand tous les modèles météo vont dans le même sens, on sait que normalement la météo, du coup les prévisions seront plutôt bonnes. Quand chaque modèle météo commence à diverger, là c'est sûr que ça pose plus de questions pour le marin, quoi. Là pour le moment on a une assez bonne certitude au moins de la première semaine qui va l'amener sur le début du clignotant à droite, quoi, grosso modo. Ça semble assez juste. Par contre son arrivée dans le golfe de Gascogne avec des vents contraires, ça reste encore à préciser, on en saura davantage en milieu de semaine prochaine, je pense. Voilà. Très bien. Je te laisse quitter le mode de partage d'écran, revenir avec nous en plateau.
Très bien. En ce qui concerne les prévisions d'arrivée d'Alan, parce que ça va jusque-là, ton travail, est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce qu'on a déjà une date, un jour en prévision? Alors, je peux vous donner une fourchette. A priori, on serait sur une fourchette qui serait entre le 10 et le 12 février, grosso modo. Ça, c'est à l'heure actuelle. Comme je vous le disais, la fin de son trajet autour du golfe de Gascogne reste à préciser malgré tout. On en saura davantage en milieu de semaine prochaine. On pourra affiner un peu plus les systèmes. Mais grosso modo, entre le 10-12 février, ce sera dans cette fourchette-là où Alan pourra pointer le bout de son étrave au Sable d'Olonne. Merci pour ces détails, Gilles. Cyril, est-ce qu'on te retrouvera sur place pour l'arrivée d'Alan ou pas? Bien entendu. Je ne me permettrai pas de manquer cette arrivée. Très bien, messieurs, je vous remercie pour ce point sur Alan. La semaine prochaine, c'est la compagne d'Alan, Aurélia, qu'on retrouvera en duplex. Et on fera un point sur les provisions en nourriture restantes d'Alan avec toi, Cyril. Ciao et à bientôt. À bientôt. C'est une première au Casino Théâtre de Rolle, dimanche 31 janvier à 18h. La création Les Absolus sera retransmise en direct. On en parle avec nos invités. Anne-Sophie Rohr, c'est tout. Jean-Samuel Racine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de rentrer un peu dans l'univers de cette création musicale, un mot quand même sur la mise en scène ou mise en ligne. Qu'est-ce que vous en dites ? On va garder le terme mise en scène, parce que l'idée c'est bien de garder le concept de ce qu'on voulait faire sur scène pour un public présent. Et comme il ne peut pas être présent, on espère que la captation et la diffusion rendra l'exacte image de ce qu'on a voulu faire pour les gens. Voilà. C'est un sacré challenge, un défi. Au niveau de la musique, notamment, ça a une incidence sur votre manière de travailler. Oui, alors là, sur la musique, c'est sûr, parce qu'elle était prévue avec des diffusions au plateau pour créer des espaces sonores pour le public. Évidemment, quand ce sera streamé, on se retrouve sur un plan. Donc effectivement, ça a posé un petit problème d'adaptation, mais comme on l'a su assez tôt, on y travaille. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? C'est qu'il faut jouer peut-être autrement, plus bas, plus fort, c'est quoi? Ouais, on va suivre en fait les choses qui marchent, comme il y a une prise de son, les choses qui marchent au plateau, qui sont diffusées en parallèle avec un comédien qui va parler lui en direct. À partir du moment où on fait une captation du comédien, à distance avec un micro, on va prendre le son qui est diffusé dans la salle et tout le mélange est modifié. Donc pour pouvoir restituer ça, c'est moi qui vais le faire avec un ingé son qui prendra derrière pour la captation, mais je vais suivre en direct puisque je connais le spectacle, essayer de rééquilibrer les choses pour que ça corresponde à ce qu'on ressentirait dans la salle. Ouais. Anne-Sophie, qu'est-ce que ça veut dire que finalement le théâtre, on le prouve une fois de plus, il doit exister et vivre sur scène? Alors ça, on est sûr que le théâtre doit exister sur scène, on est sûr que le théâtre doit exister pour des vrais gens en face de nous. Là, on a la chance de pouvoir jouer malgré tout et d'espérer que les gens puissent en profiter chez eux. Mais oui, évidemment que le théâtre doit continuer à vivre et exister sur scène avec des vrais gens. Ouais. Pour la petite histoire, Pauline et Julie sont deux ados Juliette sont deux ados pour qui le monde est trop étriqué. Je ne sais pas si à la maison ça vous dit quelque chose, moi oui. Alors de quoi parle ce spectacle? C'est l'histoire de deux ados qui se rencontrent et qui lient une amitié très très forte, une amitié presque passionnelle, on pourrait dire, et qui s'inventent tout un monde dans lequel elles arrivent à évoluer, parce qu'elles se retrouvent dans des situations familiales où elles se sentent enfermées, enfin c'est comme ça que je le ressens, et du coup en se créant un univers ensemble, en portant cette amitié vraiment très très loin, elles imaginent un monde, le 4e monde, dans lequel elles évoluent et dans lequel se passent des choses qui ne se passeraient pas forcément dans leur vraie réalité. Si comédien sur scène, on parle de réalité, d'un monde trop étriqué, forcément on pense au Covid? On pense au Covid de toute façon aujourd'hui, on ne peut pas ne pas penser au Covid. On est foutus. Non, mais un monde trop étriqué, c'est surtout je pense à tous ces jeunes effectivement qui se retrouvent entravés dans leur quête d'exister en fait, et c'est ce que vivent ces deux jeunes femmes dans cette histoire, et je pense que c'est ce que vivent beaucoup de jeunes actuellement. Jean-Samuel Racine, en termes de musique, qu'est-ce que vous avez voulu en faire?
Bon, au départ, la musique est utilisée pour créer la représentation finalement de ce quatrième monde. Le spectacle évolue d'ailleurs en fonction, et très peu de musique au début, avant leur rencontre. Et en fait, à travers leur rencontre, elles développent leur univers. Et sur scène, il est représenté par un univers musical qui va se construire petit à petit et prendre une place énorme dans le spectacle. Puis à la fin, pour se terminer uniquement musical. On va se retrouver un peu dans leur univers un peu onirique. On ne sait pas trop ce qui s'y passe, on ne sait pas trop si on est dans le rêve, on ne sait pas trop si on est dans la réalité. C'est un mélange des deux. Et à travers une partie qui est totalement musicale. Donc on pourrait presque imaginer qu'on commence le spectacle dans un style très théâtral, et ça va glisser progressivement dans l'univers musical pour finir presque tout en musique et en chant. Voilà. Ouais, vous avez... Allez-y. Avec des comédiennes qui chantent en direct, qui jouent des personnages qui à la fin chantent en direct. Et les deux protagonistes, les deux ados, sont pratiquement dans une situation un peu de playback à travers leur double du monde qu'elles se sont créées, voilà, qui chantent en direct. Parce que vous avez l'habitude justement de travailler ensemble, est-ce qu'on peut dire que justement, vous connaissez le travail forcément de Jean Samuel, mais est-ce que la musique est aussi un acteur ? Ah, la musique a une grande partie dans ce spectacle, une grande part, pardon, dans ce spectacle, et c'est la musique, est vraiment une actrice ou un acteur, je ne sais pas comment on dit, principale du spectacle, et ça, je trouve, c'est une grande réussite. En termes de mise en scène, quel était le challenge pour ce spectacle ? Je vais parler de Sophie, tu vois. C'est ça, si Sophie était là. Si Sophie était là. Alors, le challenge, en tout cas, c'est d'arriver en dirigeant, je pense, les comédiens qui sont adultes, à leur redonner encore cette identité adolescente, sans que ce soit trop caricatural. Et ce qu'arrive très bien à faire Laure Aubert, c'est assez magnifique, et Sylvie Pouron, qui sont métamorphosées chaque fois qu'elles sortent de scène. Je suis assez surpris, elles me parlent, et je pensais avoir affaire à un enfant, mais en fait, ah non, c'est vrai. Voilà. Anne-Sophie, comment est-ce que vous faites ? Alors, moi, je ne suis pas du tout... Vous n'êtes pas l'enfant ? Non, je ne suis pas l'enfant. Je suis le double de Juliette. Enfin, je suis la voix du monde onirique de Juliette. Donc, moi, je suis la voix chantée, en fait, de Juliette. Donc, je n'ai pas abordé ce travail de l'adolescence à proprement parler. Et puis, les autres personnages que j'incarne sont des adultes. Donc j'ai pas... Mais c'est vrai que ça s'est fait naturellement, et je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu besoin, en fait, de demander de jouer l'enfant, l'adolescent. Enfin, ça s'est fait vraiment très, très naturellement, et ça fonctionne. Et j'ai la sensation qu'on ne se pose même pas la question, en fait, que ces deux adultes qui jouent ces deux jeunes. Dans la direction aussi qu'a amené Sophie dans la mise en scène, elle s'est énormément plongée dans l'univers adolescent avant de préparer ce spectacle, et je crois qu'elle a trouvé quand même pas mal de clés pour guider, pour qu'on soit vraiment dans quelque chose d'assez réel, en fait. On a vraiment l'impression d'avoir deux ados qui grandissent et qui évoluent sur le plateau. Ouais. C'est assez réussi. À la maison, j'espère qu'on vous aura donné quelques clés pour assister à ce spectacle, Les Absolus, le dimanche. En un mot, comment est-ce qu'on se connecte ? Comment est-ce qu'on se connecte ? Alors, il faut aller, en fait, c'est assez facile, il faut aller sur le site du théâtre, du Casino Théâtre de Râles, c'est www.theatre-roll.ch. Et là, je crois qu'il y a une page qui s'ouvre, c'est la première qui s'ouvre, avec un gros triangle qui ressemble à un play. À mon avis, on appuie dessus et les choses se font toutes seules. Un peu comme quand on veut regarder une conférence de presse en ce moment. Le mercredi. Voilà, c'est beaucoup moins fun. Non. On reste au théâtre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Anne-Sophie, Jean-Samuel. Merci beaucoup. À bientôt. C'est tout pour la quotidienne du 28 janvier. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain.